bonsoir et bienvenue sur la télévision Futur Média. Merci de votre fidélité renouvelée à la TFM et bienvenue à ce plateau spécial consacré aux résultats de la présidentielle 2019. La Commission nationale de recensement des votes par la voix du juge Demba Kandji a livré les résultats provisoires de la présidentielle 2019. Macky Sall rempile avec 58,27%, suivi de Idrissa Seck 20,50%, Ousmane Sonko 15,67%, Issa Sall 4,07% et Madické Niang ferme la marche avec 1,48% en attendant la proclamation définitive par le Conseil constitutionnel. C'est donc un nouveau chapitre de l'histoire du Sénégal qui commence à s'écrire. Pour tirer un bilan de ce scrutin et évoquer sereinement les perspectives, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Fatou Diagne Senghor, directrice pour l'Afrique de l'Ouest de l'ONG Article 19, Abdoulaye Rokhaya, administrateur du cabinet Stratégie Group, Alioune Ndiaye, journaliste, président directeur général de Pikini Production, et Maître Oumar Youm, directeur de cabinet du président Macky Sall, et Souleymane Niang, directeur de l'information au groupe Futur Média. Messieurs, dames, bonsoir. Durant ces 2 heures, avec vous, nous allons revenir sur le déroulement du vote de cette présidentielle avec cette question centrale. Comment la stabilité, la liberté d'expression et la démocratie sénégalaise vont sortir de cette échéance? D'abord, je commence par vous, avec Monsieur le ministre Oumar Youm. Votre candidat a été réélu au premier tour, élection contestée par l'opposition. Les 4 aujourd'hui candidats rejettent les résultats. Comment appréciez-vous aujourd'hui cette élection? Bon, d'abord, je voudrais profiter de votre antenne pour présenter au nom du chef de l'État nos condoléances à votre grande famille frappée durement endeuillée par ces 2 décès que nous avons constatés. Vous dire que nous partageons votre compassion, nous partageons votre douleur et profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. Pour ce qui concerne l'élection, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'aller dans ces élections avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, de constater un engouement populaire du peuple sénégalais qui est sorti massivement, très tôt, à la discipline, dans l'ordre, dans l'intelligence qui le caractérise pour exercer son droit citoyen. Je pense que le taux de participation reflète très largement la maturité citoyenne du peuple sénégalais. 66,23%. Donc c'est le lieu vraiment de rendre hommage au peuple qui est le seul victorieux. C'est-à-dire le président de la République a été choisi dans des conditions qui renforcent sa crédibilité et sa légitimité. Je pense que ça, c'est un paramètre qui nous paraît être important à signaler. Féliciter le candidat Macky Sall qui est sorti victorieux de cette élection selon les résultats provisoirement proclamés par la Commission nationale de recensement. Remercier, encourager les 4 autres candidats qui ont participé et qui se sont donnés à fond dans cette élection, qui ont fait des campagnes assez importantes, qui ont délivré des messages très importants, qui ont présenté au peuple sénégalais un programme et qui doivent quand même et qui méritent notre considération et notre respect. Mais surtout, considérer que je pense cette élection a été remportée par le candidat dans des conditions transparentes, de manière contradictoire et c'est une victoire qui est la victoire du peuple sénégalais, qui est une victoire de la démocratie et de l'image du Sénégal. Mais c'est une élection contestée par l'opposition qui rejette encore. Pour moi, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. L'opposition n'est plus, depuis 2016, je pense, dans une logique d'opposition démocratique. L'opposition, depuis 2016, pour ceux qui observent la scène politique du Sénégal, est dans une logique de nihilisme. D'abord depuis le référendum où il y a eu des camps politiques qui se sont affrontés de manière virulente. Après, c'est les élections de 2017. Après, c'est les élections de 2019. Donc, je pense que la logique politique qui a été installée, qui est une logique de contestation souvent injustifiée, de rejet systématique de toutes les propositions venant du président de la République, du camp du président de la République, se reflète aujourd'hui. Et ça se poursuit. Je voudrais simplement dire que c'est sur la base des mêmes opérations, du même fichier,
avec les mêmes acteurs, avec la société civile, avec la Sénat, que les élections ont eu lieu en 2016. Je n'ai pas vu de contestation après les résultats de 2016. C'est le même mécanisme, le code n'ayant pas changé. 2017, pareil, je n'ai pas constaté de mécanisme, je n'ai pas constaté aussi de contestation sur les élections. Donc, attendre 2019, avec le même procédé, le même dispositif, les mêmes acteurs, les mêmes conditions. Il y a eu les révisions de la carte électorale également. À chaque élection, à chaque fois que le fichier a progressé... Mais cette année particulièrement, ça a été je veux dire, c'est toutes les élections. Oui. À chaque fois, 2017, il y a eu aussi une révision de la carte électorale. 2017, il y a eu une carte électorale. Parce qu'à chaque fois que le fichier progresse, dans une commune qui a un nombre d'électeurs de 8 000, qui après les inscriptions se retrouve avec 10 000 ou 12 000, ça veut dire qu'il y a des bureaux de vote qui vont changer. C'est ça la carte. Très bien. À chaque fois que l'effectif électoral bouge, la carte bouge. Si c'est nécessaire de décomposer le centre pour créer 2 ou 3 autres centres, parce que simplement on a un effectif, il faut que le centre, le lieu de vote soit aéré, on le fait. Et ça, c'est porté à la connaissance de tout le monde. Casimir, si c'est à ce propos, on va revenir vers vous, Monsieur le Ministre. Précisez tout de suite quand même que nous avons invité l'opposition à participer à ce débat. Mais toutes nos tentatives, il faut le dire, ont été vaines. Nous avons eu personnellement El Hadj Malick Ndiaye du PASTEF qui nous a dit que la coalition Sonko président va prendre la parole prochainement. Voilà, nous tenions à faire cette précision. Fatou Diagne Senghor, vous faites partie des observateurs de la société civile. Est-ce que ces résultats provisoires, encore une fois, il faut le rappeler, reflètent vos observations? Est-ce que c'est un peu le feedback que vous avez eu lors de la Situation Room organisée avec la société civile? Bon, je voudrais aussi présenter nos condoléances avant de commencer. Ce qui a frappé la maison, ça a été ressenti partout, surtout nous qui travaillons sur la liberté de la presse. C'est une grande perte pour la presse au niveau de TFM, du GFM, mais aussi pour le Sénégal. Je voulais juste préciser que nous ne faisions pas partie de Situation Room. Nous avons collaboré avec, donc je ne pourrais pas parler à leur nom ici. Oui, mais vous faites partie des observateurs de la société civile durant cette élection. Pas exactement, nous avions un regard un peu distant, parce que nous avons quelques collègues qui ont participé, mais la coordination a été assurée par d'autres organisations. Donc je ne pourrais pas parler en leur nom ici, et je pense que prochainement, ils prévoient de partager de manière collective ce que la société civile a observé. Donc je ne souhaiterais pas pendant ce débat parler parce que le groupe a un président et un co-président. D'accord. Donc je ne pourrais pas parler à leur nom. Très bien. On va avancer. Mais je pourrais donner d'autres appréciations. Bien sûr. Bon, pour dire, moi quand je me suis levée le 24 très tôt, j'étais très fière. Quand j'ai vu, et on est allé aussi dans des bureaux de vote, j'ai vu des femmes avec les bébés au dos, partout, un peu partout dans la grande région de Dakar, et j'ai vu l'engouement et le taux de participation. Je pense que c'est très symbolique. Et ça montre que les gens croient à la démocratie, croient aussi à l'importance de leur carte. Et je pense que pour moi, c'est quelque chose de très fondamental qu'on n'a pas souvent dans beaucoup de pays. Donc le citoyen qui se dit, je vais aller voter parce que je crois que ma carte peut faire la différence. Et pour moi, ce que je retiendrai, c'est ça qu'il faut maintenir pour être la signature du Sénégal, c'est de dire que c'est avec la carte qu'on arrive à faire les changements, que le citoyen peut décider de son futur, peut décider par rapport à ceux qui vont le gouverner. Bon, ceci dit, on a noté, nous félicitons le peuple. Nous félicitons pour le moment, nous attendons les résultats définitifs, comme c'est provisoire, et nous sommes dans un domaine de droit. Mais nous sommes un peu dans une situation difficile aujourd'hui dans le pays. Je pense que depuis 2000, nous avions eu cet engouement que le jour de l'élection, avant minuit, le peuple était soulagé. Et depuis quelques jours, nous étions tous tendus parce que tout le monde attendait ce jour. Je pense que c'est un grand enseignement. Et les leçons doivent être tirées. Le Sénégal est un pays de droit, est un pays quand même qui a une renommée partout dans le monde. Et nous, dans notre travail, on aime bien citer le Sénégal pour plusieurs raisons. Et je tiens à rappeler que c'est la responsabilité de chacun de faire en sorte que cette vitrine, que ce pays que nous aimons tant, qui est quand même un modèle sur le continent, puisse rester ce modèle. Bon, nous restons un peu sur notre faim, tout en disant que nous avons quand même vu une belle campagne de part et d'autre.
Il y a eu quelques défis, oui, beaucoup de challenges sur lesquels sûrement on va y revenir dans le cours du débat. Mais pour dire que dans l'ensemble quand même, je pense que surtout le jour du scrutin, nous avons vu quand même un peuple mature, un peuple dynamique qui a envie de faire la différence. On va dire. Maintenant, oui, nous félicitons en attendant de voir ce qui va se passer, le président qui a été élu, et nous encourageons aussi l'opposition à continuer le dialogue. Maintenant, qu'est-ce qui va se décider? Bon, je pense que c'est du domaine du politique et nous attendons. Alors justement, Abdoulaye Rokhaya, l'opposition qui ne va pas jusqu'au bout du processus, pas de recours au Conseil constitutionnel. C'est quoi leur stratégie concrètement selon vous? Pour moi, merci beaucoup. Je me joins avec Fatou dans les condoléances à présenter à la maison et reconnaître aussi que le fait que le peuple s'est totalement mobilisé le jour de l'élection, c'est comme si on était pressé de régler une situation. Les gens voulaient régler comme un contentieux qui traîne, de mon point de vue, depuis 2017. Depuis la déclaration du président à la fin 2017, que le mandat va être 7 ans et non pas 5 ans, qui est fait l'objet d'un débat. Toutes les échéances électorales, c'était un combat à mort pour régler la question du mandat. Donc toutes les élections sont tranchées et sont politiques, que ce soit les législatives, que ce soit le référendum, les différentes parties l'ont géré comme un contentieux à régler. Évidemment, il s'est ajouté les questions judiciaires liées à Karim Wade, liées à Khalifa Sall, qui sont des candidats. Ça ajoute à l'atmosphère, ça ajoute un peu à cette tension contenue qu'il y a dans les gens. Ensuite, quelques difficultés sur le processus électoral et évidemment la question du parrainage. De mon point de vue, c'est le cumulatif de tout ça qui a créé un paquet de frustrations chez beaucoup d'acteurs politiques qui, arrivant, voyant le résultat final, se trouvent soit sonnés ou très surpris par ce qui se passe. Et donc, de ce point de vue, la classe politique a une responsabilité. Au-delà de ce contentieux politique ou politicien, de regarder concrètement sur la base de ces élections. Ces élections ont eu un taux de participation remarquable. Et ça a donné les résultats, ça a donné. Pour le moment, notre analyse ne peut s'appuyer que sur les résultats provisoires qui ont été donnés. L'opposition est libre aujourd'hui d'avoir sa posture politique, c'est une posture politique, qui dit on ne reconnaît pas ces résultats, on va pas au Conseil constitutionnel, c'est une posture. Qu'est-ce que ça va donner sur le plan légal? Le Conseil constitutionnel n'ayant pas reçu de requête de l'opposition, va déférer comme ça se doit. Et donc on en va avoir à des résultats finaux. Mais fondamentalement, on est dans un contexte où c'est important aujourd'hui de façon générale pour le Sénégal que l'on puisse agir avec sagesse. Il y a un point sur lequel je suis assez d'accord. Historiquement, au Sénégal, depuis l'alternance, on n'a jamais eu de contentieux électoral parce qu'on a toujours fait confiance au processus de recensement par les cours d'appel. Et que de ce point de vue, ça a été crédible, ce qui fait que de ce point de vue, les magistrats ont quand même développé pendant longtemps une expertise sur le plan électoral qui fait que le Sénégal a été préservé d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est la même magistrature, ce sont les mêmes procès-verbaux et il s'agira de définir concrètement on doit aller comment de l'avant, mais il est normal que les gens aient une posture politique. Alioune Ndiaye, l'opposition ne reconnaît pas les résultats, ça ressemble un peu à de la résignation selon vous ou pas? Merci Chérif, je voudrais à l'entame de mon propos saluer les personnalités avec qui je partage ce plateau. Je voudrais aussi me joindre à tout le monde pour présenter mes condoléances au groupe Futurs Médias, étant entendu que je me considère comme un membre de cette famille. Et je voudrais aussi féliciter le président, le candidat sortant, le président Macky Sall qui a été réélu. Je voudrais féliciter ses challengers, comme l'ont dit beaucoup de gens ici, qui ont mené une campagne. Et je pense que si la campagne a été intéressante à mon point de vue, si les Sénégalais ont été accrochés, ont pu discerner, ont pu écouter et entendre, c'est parce que le parrainage est passé par là, le filtre du parrainage. C'était nécessaire. Je pense que c'était important, il fallait le faire. On a fait des élections en 2017, législatives qui ont été catastrophiques du point de vue de l'organisation, parce que, quoi qu'on dise, c'était quand même très difficile à gérer avec 47 listes. Si on s'était retrouvé, ce qui était
ce qui était envisageable à une période. Si on s'était retrouvé avec 30, 40, 50, 60 candidats, je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui là. On est parti pour 27. On est 27 candidats, on ne serait pas aujourd'hui là. Certains diront que si on avait 27 candidats, le deuxième tour est automatique parce que chacun va en grappiller un peu. Je pense qu'avant le deuxième tour déjà, le recensement des votes allait prendre beaucoup de temps. Le vote allait prendre beaucoup de temps. Peut-être il nous faudrait avoir les bureaux de vote aller ouvrir à 8 heures pour fermer à minuit ou 2 heures du matin. Oui. Et puis après, le recensement des votes allait prendre beaucoup plus de temps. Je pense que ça a été une bonne chose. On a eu une campagne qui a intéressé les gens parce que les discours étaient audibles. Oui. Je me rappelle, pendant les législatives de 2017, les discours n'étaient pas audibles parce qu'il y avait beaucoup de candidats, il y avait plus de bruit que de communication. Même si cette campagne a été jugée quand même mièvre et insipide. Ça dépend. Ça dépend parce que moi j'ai trouvé quand même que les candidats ont fait beaucoup d'efforts. Parce qu'on leur a toujours reproché au Sénégal pendant la campagne électorale de tenir à longueur de meeting des discours de politiciens. Mais j'ai vu qu'ils ont essayé à chaque fois de faire des propositions, de parler de programmes, de parler de leurs projets pour le Sénégal. Et tous les candidats, j'ai vraiment suivi la campagne électorale et à chaque fois, je sentais chez les candidats le désir de communiquer sur le projet qu'ils ont pour le Sénégal. Et je pense que si ce discours-là a été audible, c'est parce que le parrainage est passé par là. Maintenant, le parrainage n'est pas parfait. Oui. Il y a un certain nombre de choses à faire, un certain nombre de choses à régler. Maintenant, pour en revenir à... Quid du parrainage d'ailleurs pour les élections à venir, on va en parler, tout à l'heure. Maintenant, pour répondre à ta question sur... Est-ce de la résignation ou pas l'attitude? Non, pour moi, comme il l'a dit, c'est une posture politique. Oui. C'est-à-dire, je me suis même dit, c'est peut-être une posture de négociation. Peut-être qu'ils ont compris, je le dis naïvement. Posture de négociation? Oui, oui, je le dis naïvement et je voudrais, en tant que Sénégalais qui a le souci du développement de son pays, qui a le souci de la paix, de la stabilité, du progrès social, qu'ils se disent, bon, le monsieur, il a gagné, ok? Mais depuis quelque temps, on a eu quelques soucis avec lui. On n'a pas pu aller en profondeur discuter sur le parrainage parce qu'ils ont fait la politique de la chaise vide. Oui. Et il y a un certain nombre de questions que cette élection a soulevées qu'il faut régler. Je me suis dit, peut-être qu'ils se sont dit de manière stratégique, si on dépose un recours et qu'on va jusqu'au bout et qu'on est débouté, on va peut-être négocier plus ou moins en position de faiblesse. Mais que si on dit on ne dépose pas de recours, on ne reconnaît pas, on peut se retrouver après dans la discussion, dans la négociation, pour trouver des plages de convergence, pour avoir des élections plus apaisées et moins polémiques. Parce que quoi qu'on dise, la plupart des réformes qui ont été engagées étaient des réformes nécessaires. Parce que, comme le dit un philosophe italien, Gramsci, la crise, c'est quand le vieux meurt et le nouveau refuse de naître. Et l'élection de 2017 a montré que le processus qui avait été déclenché dans les années 2000, comme il l'a dit, était arrivé à un point où il fallait le réformer ou se retrouver dans des situations ingérables. Donc, on a réformé pendant une période où il y avait beaucoup de crispation et beaucoup de cristallisation. Donc, ceci faisant cela, il y a eu beaucoup de politiques de chaises vides et la majorité, souvent, a dû décider sans qu'on ait le minimum de consensus. Et je pense que, et je l'espère... Du fait de la majorité mécanique. Pas simplement du fait de la politique de la chaise vide aussi de l'opposition. Donc je pense que, je pense et je le souhaite, que c'est juste une posture politique. Qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, et que les espoirs déçus peuvent expliquer un certain nombre de comportements, mais qu'à l'arrivée, entre Sénégalais, on va se ressaisir, qu'on va se mettre tous... D'autant plus que ce n'est pas une première. En 2007 également, l'opposition n'avait pas reconnu les résultats non, à chaque fois, je dis... de l'élection du président Abdoulaye Wade. Je dis souvent en 2007. Je dis souvent pour taquiner qu'en Afrique, une élection libre et transparente, c'est une élection remportée par l'opposition. Parce qu'en général, quand l'opposition perd, l'élection n'est pas libre, n'est pas transparente. En 2007, je me souviens, quand Abdoulaye Wade a gagné, on a dit que des Guinéens ont voté. Et on avait parlé de l'élection la plus tronquée de l'histoire. Voilà, donc je pense que je n'ai pas assisté, moi, depuis que je suis les élections au Sénégal, une élection qui a été remportée par le parti au pouvoir et que l'opposition a reconnu. Je n'ai pas vu.
Très bien. Bon, Souleymane Niang, l'annonce des résultats provisoires est le dernier pas avant la proclamation définitive par le Conseil constitutionnel. On va revenir avec vous tout à l'heure, parce que je sais que c'est un débat qui vous intéresse particulièrement sur le rôle de la presse et la publication des résultats et tendances qui, cette année, a fait l'objet quand même de vives polémiques. Mais d'abord, quel est votre sentiment ce soir sur la proclamation des résultats provisoires? Mais après avoir salué mes co-débatteurs ou les participants à ce plateau spécial et après avoir présenté mes condoléances aussi aux collègues, aux familles de nos collègues disparus et remercier les participants pour les condoléances exprimées. C'est un sentiment mitigé. C'est un sentiment mitigé parce que nous assistons à une évolution asymétrique un peu de deux dimensions extrêmement importantes. Monsieur le ministre l'a évoqué tout à l'heure. Il y a une consolidation de la conscience citoyenne, de la participation citoyenne, de la participation aux élections. Un taux très élevé, un vote dans le calme, les lendemains d'élections dans un calme plat, avec une certaine gravité, on le sent, c'est palpable. Vous sortez et vous voyez comment les gens sont complètement sereins. Et ça, je pense que c'est une évolution extrêmement positive, une consolidation d'une évolution qu'on note depuis des années et des années. Chaque élection vient renforcer cette conscience citoyenne, cette participation citoyenne. A contrario, on assiste à une rupture, à une cassure dans l'évolution du processus démocratique. Qu'est-ce qui se passe? Aliou le signalait tout à l'heure. Avant, ce qui se passait, c'est qu'en amont et en aval de l'élection, on avait tendance à avoir quand même un certain consensus. Dans les phases de recrutement, de constitution du fichier, de définition de la carte. C'est pendant les élections qu'on avait des problèmes. Des problèmes de fraude, des problèmes d'ouverture tardive. A contrario, cette fois-ci, tout marche très bien. À l'ouverture des bureaux, jusqu'à la fermeture, pas de couac. Tout est extrêmement bien organisé. Les incidents sont marginaux. Mais en amont et en aval, c'est-à-dire dans la phase préélectorale et dans le contentieux électoral, on est retourné 30 ans en arrière. 30 ans en arrière. Et pour moi, je soupçonne que le parrainage soit quand même l'un des effets déclencheurs. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est retourné aux années où on avait un multipartisme limité. On avait un certain nombre de partis et voilà que quand on avait beaucoup plus de partis, on avait beaucoup moins de problèmes dans la phase préélectorale et dans la phase post-électorale. Je termine sur un point. Par rapport, disons, à la contestation des résultats. Je suis tout à fait d'accord avec les analyses qui ont été faites. J'ajoute une dimension qui est un peu plus personnelle, un peu plus politique, je dirais même un peu plus politicienne. Je me suis demandé pourquoi la représentante de M. Idrissa Seck à la Commission nationale ne s'est pas présentée ce matin, pourquoi ce rassemblement, ce communiqué, etc. On commence à se compter maintenant, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est la place de chef de l'opposition. J'ai interprété la contestation, parce que Idrissa Seck, qui est arrivé deuxième, était à la croisée des chemins. Mardi, quand les commissions départementales se sont réunies, ont commencé à afficher les résultats, il avait le choix à ce moment-là d'accepter les résultats qui se profilaient, on reviendra là-dessus, parce que dès mardi, on savait qu'il y aurait cette sorte de raz-de-marée. Les résultats issus des délibérations des commissions départementales le montraient clairement. Et à ce moment-là, il avait deux choix, deux options très claires. Ou à ce moment-là, déjà, il pouvait prendre son téléphone, appeler le président et lui dire « Je sens qu'on va vers une victoire nette, je vous félicite, etc. » Et on passe à autre chose, c'est-à-dire à la proclamation des résultats provisoires aujourd'hui ou demain, etc. Et tout se passe bien. Il avait un autre choix, c'était de contester. Il a pris ce choix-là. Donc c'était sortir par le haut ou sortir par le bas. Il décide de sortir par le bas. Et moi je l'interprète comme une décision claire de rester dans le jeu.
Parce que souvenez-vous, avant l'élection, Idrissa Seck, c'est sa dernière cartouche. S'il ne passe pas cette fois-ci, ben, il arrête sa carrière politique. En contestant les résultats, pour moi, il envoie un signal fort. Je reste dans le jeu. Qui plus est, je m'affirme comme le chef de l'opposition. Oui. Et je pense que quand il a embarqué les autres candidats perdants, il leur a fait signer ce communiqué, il s'affirme. Il s'affirme. Conclusion, un dernier mot. Monsieur le ministre évoquait tout à l'heure ce qu'il appelle le nihilisme, je le cite, hein, entre guillemets, le nihilisme de l'opposition depuis 2016. Il est frappant qu'il y ait ce nihilisme depuis 2016 au moment où, dans le cadre des réformes constitutionnelles, on a inclus le statut de l'opposition, on a évoqué la notion de chef de l'opposition. C'est quand même un paradoxe que ce combat qui a été mené en vain pendant des décennies soit arrivé à ce niveau de maturité et que ce soit le déclenchement ou l'élément déclencheur de ce nihilisme. Alors, en amont, le consensus n'a jamais existé. Oumar Youm, le point d'orgue de cette contestation du processus électoral par l'opposition depuis le parrainage, c'est en réalité le parrainage. Donc, est-ce que c'était fait à dessein? Moi, je pense que ce n'est pas simplement le parrainage. Je pense que pour les observateurs, ça date quand même de 2015, 2014, 2016. On sortait des élections locales déjà en 2014. On sentait déjà ces deux camps qui commençaient à préfigurer un peu des combats à la limite entre guillemets fratricides. Donc 2016, le référendum a été un moment culminant. Et depuis lors, on est quand même sur cette forme d'affrontement, à la limite où aucune règle du jeu n'est respectée, où c'est de la contestation systématique. Ça, c'est la réalité. 2016, le président de la République propose à la nation sénégalaise un référendum, un projet de référendum, dans lequel tout le monde salue les grandes lignes de ce projet. Renforcement des pouvoirs de l'Assemblée nationale, renforcement des pouvoirs de l'opposition avec le statut de l'opposition, renforcement des droits citoyens sur notre patrimoine, environnement, ressources naturelles, etc., etc. Un projet qui est quand même un projet objectivement bon, où pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, une réforme constitutionnelle ne vise pas à renforcer les pouvoirs du chef de l'État. Aucun dispositif dans la réforme ne renforce le statut du chef de l'État. Ce qui est quand même paradoxal. Souvent, d'ailleurs, les réformes constitutionnelles... Sauf le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Sauf ce qui est un pouvoir qui était préexistant. Alors, le rejet a été frappant. Aucun commentaire. C'est-à-dire, à la limite, c'est du sabotage. Souvent, les arguments, c'était, ouais, c'est les droits humains, c'est, voilà, on veut légitimer des droits sur, voilà, hein, sur les LGBT, on veut vraiment désacraliser l'État, qui est un État laïque, qui doit être un État religieux à la limite, etc., etc. Donc, c'était vraiment des contestations de cette nature. Oui. Ces personnes n'ont pas changé dans leur posture, parce que c'est la même tonalité, c'est la même intensité dans le rejet des résultats des élections, qui quand même sont des élections, à la limite, la communauté internationale, les observateurs internationaux, les observateurs locaux ont eu à saluer la transparence et la crédibilité des élections qui se sont passées au Sénégal. Ça n'a pas empêché de rejeter. Ça n'a pas empêché la guerre des chiffres. Alors, il n'y a pas de guerre de chiffres. Bah, si, qu'est-ce qui se passe dans une élection? Le code électoral prévoit un processus très clair. C'est à partir du bureau de vote. À partir du bureau de vote, chaque électeur sait le bureau dans lequel il a voté, quel est le résultat. 2 heures de temps après ou plus tard. Moi, j'ai su mes résultats dans un centre de vote 2 heures de temps après. J'ai connu les résultats de mon département 2 heures de temps après, à 22 heures. Plus de 75% des dépouillements. Et c'est ça le recensement. Le président du bureau de vote, après avoir dépouillé, proclame les résultats de manière sectorielle, en tout cas pour son bureau, et après pour le centre, et après pour le département. Donc, franchement, j'estime que si on veut contester, on peut le faire. Parce qu'on peut contester, on est dans une logique de rejet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un argument sérieux
qui peut entacher la sincérité de ce scrutin. Il n'y en a pas. Même des mineurs qui ont voté, on a vu Mais des mineurs qui ont voté. Vous avez vu des mineurs voter où? La question a été agitée par l'opposition. Mais est-ce que vous avez vu des mineurs voter où? Dans quel centre de vote, dans quel lieu de vote? Abdoulaye Rokhaya, la guerre des chiffres a commencé quelques heures après le scrutin, avec d'ailleurs les prémices d'une contestation. Comment éviter, si on veut vraiment avancer, comment éviter une crise post-électorale? Si vous permettez, parce que je pense qu'il y a quand même des observations qui ont été faites sur le consensus. Oui. Au consensus, c'est deux acteurs. S'il y a un acteur qui ne répond pas, moi je suis très bien placé pour le dire. J'étais quand même directeur de cabinet du président de la République. Je peux affirmer avec force qu'il a tenté d'installer le dialogue, il a tenté de rétablir la confiance. Oui. On a une journée nationale sur le dialogue. Très bien. Il y a eu des invitations, mais c'était des acrobaties à faire pour que les acteurs politiques répondent à l'invitation du chef de l'État. Après, on se dit, mais écoutez, parce que malgré la volonté du chef de l'État... Le dialogue sera, à mon avis, toujours nécessaire. Surtout que si le président est confirmé président de la République, il est de sa responsabilité de continuer. On va revenir sur le dialogue tout à l'heure, mais sur la guerre des chiffres qui existe aujourd'hui. Pour moi, il y a deux points. Il faut aussi que nous soyons objectifs. Qu'est-ce qui fait la crédibilité de ce que disent les médias quand il y a une élection et personne ne l'a jamais contesté? C'est parce qu'au Sénégal, on affiche les résultats des bureaux de vote. Et c'est sur la base des résultats affichés dans les bureaux de vote que les journaux, les journalistes font le recensement. Et c'est ça qui a été à l'origine pendant longtemps de la crédibilisation d'un certain nombre de choses. Et c'est le cumulatif de ça qui s'est fait depuis le début avec Sud et autres qu'on a pu avoir l'alternance. Et ça a été très important. À partir du moment où on affiche les résultats signés des PV des bureaux de vote, ça donne une crédibilité. Parce que si on commence à contester ça, demain, quand un journal annonce des résultats ou donne des chiffres, personne ne va les écouter. Il faut s'appuyer encore sur une base crédible qui sont les résultats affichés dans les bureaux de vote. Mais comment éviter une crise post-électorale aujourd'hui dans ce climat? Au-delà des chiffres, non. Pour moi, il y a des éléments d'une crise, mais il n'y a pas encore de crise. Mais les éléments sont là. Oui, mais les éléments sont là. Et c'est pour ça que les acteurs doivent se parler. Je suis tout à fait d'accord sur la question posée sur le parrainage. Le parrainage, effectivement, est passé. Le principe du parrainage n'est pas un problème. Mais il est incontestable que les acteurs devront discuter sur le mode opératoire le plus consensuel sur la façon d'appliquer le parrainage pour les prochaines élections. C'est une donnée fondamentale. Juste une précision. Sur la discussion sur le parrainage, elle a eu lieu. Il faut quand même respecter ceux qui répondent aux invitations données par le pouvoir. Quand on a été confronté à cette situation, le président de la République a dit « Je veux quand même qu'on institue le parrainage. Je veux qu'on en discute sur les modalités. Je veux qu'on voit le contenu de la loi. Je veux recueillir les observations de l'opposition. » Le ministre de l'Intérieur a mis en place une commission dirigée par une personnalité indépendante qui a invité les acteurs à une négociation. Je vais vous redonner la parole. Les acteurs ont refusé. Si vous permettez, je vais vous redonner la parole. Qui ont répondu. Les acteurs qui ont répondu. Un mot là-dessus. Non, excusez-moi. Oui, mais je vais vous redonner la parole. Vous l'aviez tout à l'heure. Oui. À l'invitation, on leur doit un minimum de respect et de considération. Je vous redonne la parole. Fatou Diagne Senghor, juste un mot là-dessus, sur le consensus qui n'a pas vraiment existé en amont dans ce processus. Je pense que tout le monde l'a déploré et je pense que le Sénégal a été connu comme un pays de dialogue, un pays où, malgré les difficultés, on bâtissait les consensus pour vraiment établir un certain nombre de progrès. Je pense que tout le monde estime que le parrainage était un bon filtre sur le principe. Maintenant, c'est l'opérationnalisation qui a posé un problème. Et je pense que c'est aussi bien de regarder les rapports des observateurs sur tous les points. Parce que souvent, ce que je vois, il y a des observateurs plébiscites. Je pense que le déroulement du vote, tout le monde a salué le jour et un certain nombre de choses. Mais quand même, il y a des points qui ont été soulevés dans les différents rapports qu'on a analysés. Par exemple, les observateurs ont bien noté qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de transparence par rapport au parrainage. Le système n'était pas rodé. Ça a créé un manque de confiance. Et là, je pense que c'est une leçon qu'il faudra, parce que la confiance par rapport aux données, comment les données ont été traitées. Je pense que si on regarde par exemple le rapport, sans pour autant citer une institution, un des rapports quand même le plus détaillé, on regarde ce point qui est important. Et je pense qu'il y a eu une rupture par rapport à ça. L'autre chose par rapport à ce que notre collègue a dit par rapport
peut-être à la stratégie de négociation. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le débat politique, mais je pense qu'aussi on peut percevoir peut-être un signal pour dire nous n'allons pas devant la justice parce qu'elle n'est pas crédible. Ça peut être une autre lecture. Parce que c'est plié d'avance. La lecture de la négociation peut-être, mais aussi il faut regarder une autre lecture de se dire nous n'allons pas devant cette justice qu'on a déjà, ce qui est encore malheureux pour notre démocratie, mais je pense que c'est une lecture qu'on doit faire et voir les leçons tirées. Maintenant, la guerre des chiffres, on pourrait peut-être s'y appesantir, on parlerait des médias. Oui, Moi, on va parler des médias. Il y a un large volet consacré aux médias parce que ça, c'est un problème. Le modèle sénégalais, le modèle qui permet aux médias de pouvoir donner les résultats, on va parler aux médias. Le maintenir. On va parler des médias et laisser aussi M. Youm de répondre sur le système de parrainage qui n'était pas huilé. Est-ce que c'était fait pour éviter le deuxième tour que les gens réclament aujourd'hui? Je pense d'ailleurs que si on revient à l'historique, il faut rappeler que le chef de l'État, quand il a voulu faire le parrainage, a été confronté à deux types de parrainage. Le parrainage institutionnel, qui va être porté par des élus, et le parrainage populaire, qui va être porté par des citoyens. C'était un grand débat. Bien sûr. Où lui-même considère qu'il nous faut aller vers le parrainage populaire. Pourquoi? Parce que simplement, aujourd'hui, si on met le parrainage comme des maires qui vont parrainer, ou des députés, ou des élus, le constat est évident, on a presque plus de 90% des élus de ce pays. Que ce soit des élus locaux, que ce soit des élus au niveau national. Donc, il a quand même arbitré pour dire allons-y. Si le parrainage populaire, je pense que le parrainage populaire, c'est un parrainage qui est bien dans notre constitution. Le principe, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce qu'un démocrate peut quand même contester la possibilité offerte à un citoyen de dire je vais être un mécanisme de filtrage pour les prétendus candidats à une élection? C'est pour ça qu'on dit que le principe n'est pas... Le principe est bon, le mode opératoire aussi. Excusez-moi, j'ai la parole. Qu'est-ce qu'on reproche maintenant dans la mise en œuvre du parrainage? Beaucoup de choses. Oui, mais je veux bien voir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, le parrainage que j'ai eu à faire, je suis allé vers des citoyens pour leur dire que je suis pour le candidat Macky Sall, je veux recueillir votre parrainage. Ils ont souscrit au parrainage. Je pense que les autres ont fait la même chose. Alioune Ndiaye, rapidement. Oui, je voudrais un peu reparler de ça parce que la question du parrainage m'a beaucoup intéressé. Et j'ai essayé de voir comment les états-majors politiques, ceux qui étaient des candidats à la candidature, allaient travailler concrètement pour le parrainage. Parce que le parrainage aussi, c'est du travail de terrain. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, le parrainage pose problème parce qu'au fond, le travail de terrain, ils ne l'ont pas fait. Demandez aux Sénégalais, vous pouvez sortir, et c'est le petit sondage que je faisais, est-ce que vous avez rencontré un jour dans la rue, chez vous, quelque part, le représentant de tel ou tel aspirant candidat qui vous a demandé de parrainer. En général, les gens qu'on citait avoir rencontré, ils ont réussi le parrainage. Ceux qui ont fait le travail, de terrain, qui sont allés à la rencontre des Sénégalais en général, qui ont essayé aussi de se structurer, de structurer leurs militants pour bien travailler, ont eu les parrains sont passés sans problème. Maintenant, il y a eu un certain nombre de problèmes qui sont posés. Par exemple, les questions de préséance, d'arrivée, et la question... Et les doublons également. Les doublons, je le mets sur le compte aussi, encore une fois, du manque d'investissement, du manque de travail sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont considéré le parrainage comme une traite, qui sont allés prendre beaucoup de gens. Moi, je ne cite pas de candidats, mais je connais des candidats qui paient la liste de parrainage, carrément. Okay? Donc, il y a des gens qui en ont profité. La presse a même parlé d'un dignitaire religieux, quelque part, dans une cité religieuse que je ne voudrais pas citer, qui avait ces listes de parrainage, qu'il a fourgué à beaucoup de candidats, et qui se sont retrouvés avec des problèmes de doublons. Donc, pour moi, la question des doublons, c'est pour l'essentiel le résultat de l'absence d'investissement sur le terrain, de l'absence d'organisation qui aurait permis à ces gens-là d'avoir des parrains. Maintenant,
il s'est posé la question du contrôle déjà, comment les magistrats allaient faire la vérification. Ça, c'est un point important qui, à mon avis, devrait être débattu et résolu. Maintenant, Chérif, il y a une question qui me tient à cœur. Allez-y. C'est la question de la guerre des chiffres, comme on a dit. Les gens, ici, autour du plateau, ont dit qu'au lendemain des élections, les Sénégalais étaient tranquilles. C'est vrai. Mais pour moi, ils étaient tendus. Parce que ils avaient perdu l'habitude, depuis 1993, on sait ce qui s'est passé, d'attendre des résultats. Mais qu'est-ce qui se passait avant? Pourquoi les Sénégalais n'étaient pas tendus? Ils n'étaient pas tendus parce que les journalistes prenaient le responsabilité. Je vous vois venir, ça c'est un sujet spécial, on va en parler. Mais je veux dire que si on s'est retrouvé dans cette situation, c'est parce que une semaine avant, des gens qui sont dans la manipulation ont sorti une liste d'un certain nombre d'organes de presse. Et ces organes de presse n'ont pas été, à mon avis, suffisamment défendus. Ils ont dit, ces gens-là préparent à fabriquer des chiffres. Ce que je trouve complètement... Je vous promets que je vais vous redonner la parole. Mais dernière chose sur le parrainage à Abdoulaye Rokhaya Wane, et on va entamer ce débat. Je suis en partie en phase avec Omar Youm. Il y a un principe, il y a une méthodologie. Mais la méthodologie, il faut de l'avoir. On avait un temps court, les gens savaient très peu de temps. Je donne un exemple. On peut décider demain que tout candidat à une élection présidentielle qui a déjà eu 5%, et qui veut repartir faire un truc, il n'a pas besoin d'aller chercher du parrainage parce qu'il a déjà eu 5% à l'élection précédente. Ça se discute. On établit des critères. Un autre biais qui est négatif pour les partis. Vous savez tous, on sait qu'en Afrique, les oppositions sont structurellement faibles. Un parti, c'est de l'argent, c'est des moyens. Le parti qui est au pouvoir a toujours plus de moyens que tout le monde. Mais on sait que le parrainage a un coût logistique et un coût financier. Si vous allez en campagne et que vous avez un mois pour aller chercher du parrainage, vous videz votre budget. Quand vous finissez votre parrainage, vous l'avez, mais vous n'avez plus d'argent pour faire votre campagne. C'est un élément de réalité de campagne. Juste un petit mot. Ce qui n'a pas été le cas. Juste un petit mot sur deux choses. Sur le parrainage et sur le dialogue, le refus de participation de l'opposition à un certain nombre de concertations auxquelles elle a été invitée à diverses occasions. Sur le parrainage, je pense qu'Aliou l'a évoqué tout à l'heure, je pense que les doublons ont été un problème technique qui fera l'objet probablement de corrections, l'ensemble du texte d'ailleurs, je pense, l'ensemble de la procédure de parrainage. Ce qui est en question ici, à mon avis, c'est ce que l'opposition considère comme un détournement de procédure. C'est-à-dire, je pense que le système avait une longueur d'avance sur l'opposition qui devait développer une certaine ingénierie quand même électorale. Mais sur l'opposition et peut-être même sur le Conseil constitutionnel, hein, parce qu'ils ne sont pas des en tout cas, c'est ça l'accusation. Parce qu'il faut quand même repréciser ce qui est reproché au gouvernement. C'est pas seulement d'avoir forcé un peu la décision sur le parrainage. Et je pense que ce qui n'est pas suffisamment dit ici aussi, c'est qu'il est reproché au pouvoir d'avoir fait en sorte, par diverses procédures, y compris le parrainage, mais aussi en utilisant des affaires judiciaires pour écarter des candidats potentiels qui auraient pu contribuer à faire une décision différente. Vous pensez à Khalifa Sall et Karim Wade? Non, mais il faut mettre ça sur la table parce que, je pense que quoi qu'on en dise, je vous redonne la parole, s'il vous plaît. On s'est retrouvé avec une élection où on a le candidat sortant, avec probablement un challenger ou deux candidats qui pouvaient valablement faire un résultat conséquent, et peut-être d'autres candidats qui certainement auront des chances ultérieurement, c'est pas qu'ils ont démérité, mais qui n'avaient pas de chance de remporter ni de faire un résultat conséquent et ça s'est vérifié avec les chiffres. Donc évidemment, pour moi, pas pour moi, mais l'opposition accuse le pouvoir d'avoir obtenu une victoire à la Pyrrhus. On a forcé la décision. C'est une victoire à la Pyrrhus ou pas? À mon avis, ça ne l'est pas parce que légalement, légitimement, c'est une victoire qui est quand même claire. On ne peut pas dire que c'est une victoire à la Pyrrhus, mais c'est une accusation qu'il faut sur discuter. le parrainage, on va parler d'immédiat tout de suite. Un certain nombre de points par rapport au financement et un peu sur le parrainage. Moi, je pense que tout le monde a été unanime pour dire que c'était un bon procédé. Par contre, la mise en œuvre pose un problème. Et qui dit mise en œuvre, bon, la procédure, elle est importante aussi.
surtout en cette période, parce que bon, l'élection présidentielle, c'est une élection importante. Et lorsqu'on fausse une partie qui crée le contentieux ou crée les doutes, ça aussi, il faut revoir. Un autre point par rapport au financement. Et les rapports l'ont dit plusieurs fois. En 2012, lorsque vous regardez les rapports des observateurs, ça a été indiqué que les moyens ne sont pas équitables. Et aujourd'hui, on tarde à avoir une clarté comment les partis sont financés. Et je pense qu'il y a une disproportionnalité des moyens. Et je pense que aussi c'est le lieu de poser le débat. En partie, c'est la victoire de l'argent. Hein. Non, comment en faire partie, en partie. Moi, je veux parce que les moyens qui ont été investis, tout le monde l'a remarqué. Les moyens qui ont été investis dans la communication ont été complètement disproportionnés. On va être élégant, elle est la seule femme du plateau. On passe des élections, les élections on les gagne avec l'argent. On va laisser Fatou terminer. Fatou, allez-y. Oui, mais par exemple, nous avons 5 candidats. Oui. Plusieurs choses par rapport à l'utilisation des moyens de l'État. Malheureusement, bon, quand il y a eu l'incident de Tambacounda, on a quand même accéléré pour la protection. Je pense que c'est des enseignements. Ça veut dire lorsque l'élection commence et qu'on doit mettre en œuvre un certain nombre de choses, on doit essayer d'être le plus équitable possible. L'autre chose, c'est par rapport aux moyens d'État. Au moins, nous avons vu quand même des institutions, des fonctionnaires descendre sur le terrain. Et je pense que ce qui a choqué, c'est de voir que ces personnes qui quand même ont utilisé l'argent, moi je pense que c'est cette partie-là qui mérite d'être vue. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se voir que des ministres, parce que c'est des politiques, mais quand même des fonctionnaires, on ne doit pas les faire descendre, surtout toute la régie finance. Aujourd'hui, moi, depuis que j'observais les élections, je n'ai jamais vu un certain nombre d'individus qui avaient certains postes descendre sur l'arène politique de manière visuelle. Même si, peut-être par le passé, ils soutenaient, c'est la première fois que j'ai vu un certain nombre d'acteurs de la fonction publique descendre sur le terrain. Vous pensez à qui concrètement? Je veux dire le ministre des Finances, quand même c'est un symbole de la République, c'est l'argentier de l'État. Moi, ça, par contre, je trouve que ça doit être vu. Et on a vu le directeur des impôts et domaines. Vous savez, c'est des domaines sensibles. Non, c'est des domaines sensibles. C'est vraiment le cœur de la République. Ça aussi, peut-être, c'est des choses qui pourraient aussi, parce que j'ai vu après que les uns et les autres ont commencé à en débattre. Ça va être quelque chose à revoir dans l'avenir. Ça veut dire essayer d'isoler un certain nombre d'acteurs, notamment de fonctionnaires, au moins lorsqu'il y a des Je suis d'accord avec Fatou sur un point. Il faut quand même qu'on essaie de voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Sur le principe, je pense qu'une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais vous êtes d'accord que ça n'a pas bien marché? Il faut regarder les aspects sur lesquels, je veux dire, parrainage, comment améliorer le mécanisme, je suis tout à fait ouvert. Le financement des partis politiques, je suis totalement d'accord. Je veux dire, le financement surtout d'une campagne électorale, c'est ça aussi? Non, je veux dire, de manière générale, le financement des partis politiques, quand on dit des partis politiques, c'est le fonctionnement des partis en période normale comme en période de campagne. En particulier, quand on regarde les forces quand même qui ont été déployées par c'est pas ma faute. Le pouvoir. Et les rapports l'ont dit aussi. Je suis désolé, regardez l'étude sélective des rapports des organisations. Je veux dire, quand même, il faut qu'on essaie de discuter à un certain niveau. Je pense que dans toutes les démocraties, dans tous les États-Unis, vous pouvez être président des États-Unis sans argent. Vous voulez être président de la France sans argent. Vous pouvez être président du Canada sans faire une campagne qui va nécessiter la mobilisation d'équipes d'experts, de communication, de sociologues, de politologues, de journalistes. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes dans le temps de la communication et ça a un coût. En France, c'est plafonné. Hein? Mais je veux dire, de toutes les façons, le fait de dire je plafonne, ça veut dire que quand même le moyen financier est assez important. Voilà, donc ça, il ne faut pas vraiment qu'on soit à ce niveau. Voilà. Maintenant, le président de la République, qui est en campagne, c'est 10 000 fois plus important qu'Amadou Ba, ministre des Finances, qui est en campagne. Pourquoi ne pas s'offusquer alors, finalement? Parce que c'est le président qui se mobilise, c'est le président de la République. Même si les candidats sortants, c'est le président de la République. Alors, à plus forte raison, quand même, Amadou Ba, qui est ministre des Finances, aucun texte de notre République ne l'interdit. C'est un citoyen comme tous les autres. Il incarne une institution, mais après tout, c'est un politique. Il est engagé sur son territoire, il se bat. Comment on peut reprocher ça à Amadou Ba? Comment on peut le reprocher au ministre des Forces armées, qui est un militant, maire de sa commune, et qui se bat pour son candidat? Je veux dire, vraiment ça aussi, il y a des considérations sur lesquelles on ne doit pas s'attarder. Est-ce qu'ils l'ont fait dans le respect de la loi, dans le respect de leur déontologie,
dans le respect des populations et des citoyens, c'est ça la question. Mais vraiment, les titres... Moi, je suis directeur de cabinet, je me suis seulement battu aujourd'hui, dans un département. personne ne peut le contrôler. Voilà, donc ça, vraiment... non, mais on peut le contrôler, oui. parce que simplement, on doit mettre en avant ce qu'on appelle la présomption de bonne foi. Je suis sénégalais comme vous n'êtes pas plus digne que moi. Je suis ministre, mais je permets à tout le monde de fouiller mes comptes bancaires, je permets à tout le monde de fouiller mon patrimoine, je permets à tout le monde de voir est-ce que je me suis enrichi illicitement. C'est pas ça le débat. Je suis d'accord maintenant qu'il faut quand même un minimum de règles pour préserver l'équité, pour préserver le jeu, pour équilibrer le jeu. Moi, je suis d'accord et on est ouvert. Oui. Là-dessus, le président de la République est totalement ouvert sur le financement des partis politiques. Alors, rapidement, Alioune Ndiaye. Oui, bon, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Hein. Oui. Je pense qu'il ne faudrait pas quand même qu'on en soit réduit à se dire, la politique, l'argent, la politique, la morale, la politique, beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il faudrait qu'on soit réaliste. Il n'y a pas, comme il l'a dit, une seule campagne électorale de par le monde quand il y a une concurrence qui est ouverte, la possibilité de gagner sans que les gens n'investissent, ne mettent des moyens de campagne pour pouvoir l'emporter. Et je pense qu'il y a beaucoup de candidats dans d'autres pays qui développent des stratégies de collecte. J'ai vu quelqu'un comme Ousmane Sonko, par exemple, ici au Sénégal, essayer avec les Patriotes, avec son parti, PASTEF, de développer une stratégie de collecte. On l'a vu avec Barack Obama, on l'a vu avec d'autres gens. Pour moi, la question de l'argent, l'argent ne doit pas être un tabou. Pour pouvoir faire campagne et gagner, il faut de l'argent. Maintenant, aussi, il faut qu'on soit d'accord sur le principe. Donc ce n'est pas la victoire de l'argent, comme l'a dit le Non. Maître Abdoulaye Wade avait mis beaucoup d'argent en 2012 et il n'a pas gagné. Donc je pense que c'est la victoire du peuple sénégalais. C'est les Sénégalais qui ont décidé de la continuité. Il ne faut pas penser que... Parce que vous pouvez donner ce que vous voulez, hein, mais à partir du moment... Excusez-moi, mais à partir du moment où le monsieur est dans l'isoloir, vous ne pouvez pas savoir la décision qu'il va prendre et le sens de son vote. Oui. Donc pour moi... Bon, tout le monde a sorti de l'argent. Très bien. Tous les 5 ans. En résumé, très simplement, sur la question de l'argent, il y a 2 niveaux. Les candidats qui sont candidats et présidents doivent assumer la responsabilité que faire une élection présidentielle, ça coûte de l'argent. Vous avez 45 départements. Je veux avoir 15% de 3 millions de participants. Mais ça fait 450 000 votants. Ça veut dire en moyenne 10 000 votants par département. Pour les avoir, ces 10 000 votants par département, il va falloir investir en logistique, en présence, en moyens de déplacement dans ce département, au moins 20 millions. Ça vous fait une dépense d'1 milliard. S'il vous plaît. Quand vous avez 15 000 bureaux de vote, vous devez avoir 2 représentants par bureau. Ça fait 30 000 personnes à identifier, à former, à encadrer, à qui il faut donner de la communication, de quoi manger. C'est de la dépense. Si vous dépensez 10 000 francs pour former un de vos représentants, pour 30 000, ça fait 300 millions. Donc il y a des moyens réels pour faire campagne. Entendons-nous bien. Il ne s'agit pas ici d'un débat moral. Ce n'est pas un débat moral. C'est une question d'équité. C'est une question d'équité. Évidemment, il faut de l'argent pour mener une campagne. Il faut éventuellement beaucoup d'argent pour mener une campagne. Ce que la loi doit nous aider à faire, c'est de veiller à ce que les candidats partent peu ou prou sur un même pied d'égalité. Et pour le coup, on a assisté à une inéquité des moyens de communication du camp du pouvoir. Ça entre dans la droite ligne de ce qui est en train d'être fait dans l'écosystème. D'accord. C'est complémentaire avec le parrainage. C'est complémentaire avec le statut de l'opposition et le financement des partis politiques. C'est un ensemble. Oui, quand vous mettez cet ensemble-là en cohérence... C'est pas le financement de la campagne. Très bien. Ben justement, c'est différent. C'est une nuance. J'entends bien. C'est pas une nuance, c'est très différent. Attendez, j'entends bien, je dis, ça entre en droite ligne. Je dis simplement que c'est un système cohérent, c'est un écosystème. Voilà. Quand vous avez mis tout ça ensemble, vous pouvez dire que je plafonne, j'aide déjà les candidats, je les appuie, je leur donne un minimum de moyens. Parce que, attendez, regardez l'incohérence. Vous dites, allez chercher des parrainages.
Donc vous avez une légitimité populaire. Vous pouvez avoir la légitimité populaire et ne pas avoir les moyens financiers. Tout à fait. Et à partir de ce moment, c'est le devoir de l'État de vous donner un minimum de moyens et pour ceux qui ont le plus de moyens, de leur fixer un alors, dernière réaction pour dire vous, ne dépassez et on va pas plus avancer. que ça. Fatou, allez-y. Alors, en l'occurrence, Allez-y. on n'a pas le cadre pour l'instant, Abdoulaye, mais la question doit être posée sur la table. Fatou, allez-y rapidement. Je et on va pense parler que des médias. je réitère ce que Souleymane a dit. Ce n'est pas un débat sur la morale ni un jugement de valeur. Mais sur Je pense que l'équité. c'était par rapport au principe. Très bien, on a C'était compris. par rapport au principe. On a Non, par compris. rapport au principe. Oui. Je dis, par exemple, quand on est ministre, je pense que c'est compréhensible parce que c'est une fonction politique. Mais quand on est fonctionnaire, je pense que par rapport à l'implication, je pense qu'il y a des règles de la fonction Merci publique. beaucoup. Alors, Non, il y a des règles. on va avancer un tout petit peu. Je voulais finir par rapport au avancer parce que sinon, c'est financement. pas Par rapport au financement. Oui. Par exemple, on a parlé de financement de partis politiques, mais il y a le plafonnement. Et le revers de ceci, ça veut dire c'est la transparence. Ça veut dire au finish, on doit savoir comment les partis financent leur campagne. Et je pense que si on n'arrive pas à le faire, ça fausserait le débat. Et l'autre chose, c'est le financement des candidats aussi qui, par exemple, ont un certain pourcentage. Oui. Ça renforce la démocratie et ça permet à ces partis de pouvoir continuer la vie politique et peut-être de rester dans l'opposition pour animer le jeu politique. On a compris. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a la chaise vide, on a la transhumance. Ça veut dire, quand on perd, on n'a rien. Et soit on se radicalise, soit on rejoint le camp. Et ça nourrit pas la démocratie. On a compris, s'il vous plaît. Madame, je pense allez, que on va avancer. Allez, la s'il vous plaît. politique, ça doit pas être On va un parler travail. maintenant, s'il vous plaît. On va parler maintenant Ça de doit la pas être un contestation travail. Oui, mais on a de la besoin de publication des résultats et tendances par les médias. Ça, cette année, c'est un problème. Mediaki, Souleymane, on peut le dire, ont été intimidés par les candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko, on peut quand même le dire. Aujourd'hui, à froid, quel est votre sentiment? Alors, il faut déjà établir la corrélation entre les deux, mais dans la séquence depuis, en des tout cas, la événements, conférence de presse, hein. Dans la séquence des événements, il y a eu cette conférence de presse et de l'intérieur, on peut effectivement confirmer que cela a poussé à réfléchir à la bonne attitude. L'interprétation de l'attitude peut être différente selon qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, intimidation, ça veut dire que de l'extérieur, on considère qu'il y a eu une relation de cause à effet. Il y a eu la conférence de presse et on a arrêté. Certes. Ça a été le cas ou pas? Certes. Il y a eu de l'intimidation, ça tout le monde Non, peut mais le justement, il y a eu une relation de cause à effet. Intimidation, non. Je dirais responsabilité. Parce que quand on décidait... Vous n'avez pas reculé? Quand on décidait d'arrêter, on a arrêté par responsabilité. On s'est dit, quel que soit le prix, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on n'a pas voulu que la presse soit considérée comme l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Alors, on a décidé, on a réfléchi, on a décidé de suspendre provisoirement la publication de la tendance. Parce que c'était justement tendanciel. On commençait à 1h à donner une tendance, 1 heure après on donnait l'évolution de cette tendance et on espérait qu'à un moment on arriverait à quelque chose qui serait suffisamment clair pour déterminer les acteurs. C'est ce qui s'est passé en 2012, c'est ce qui s'est passé en 2007, c'est ce qui s'est passé avant. À un moment, le corpus politique, en écoutant les résultats et éventuellement même les tendances, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau l'utilisation des méthodes statistiques pour définir des tendances sur la base d'un certain nombre de bureaux témoins tels qu'il en existe au ministère de l'Intérieur, même si ce n'est pas le même réseau, pour déterminer les acteurs. C'est-à-dire, si un acteur considère, challenger qu'il est, que la décision est suffisamment claire sur la base de ce qu'il entend à la radio, mais surtout sur la base des PV qu'il exploite. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde avait ses PV et pouvait savoir si ça coïncidait avec les tendances qui étaient exprimées. Mais malheureusement, en l'occurrence, il y a eu cette conférence de presse, un appel au lynchage, il faut le dire, des menaces à peine voilées, des appels à l'émeute, et on a estimé, malgré le choc, malgré le désaccord, vos futurs médias, nous, en ce qui nous concerne, on a décidé de suspendre la publication des tendances, et quand on a décidé
qu'on continuait, nous, notre travail. Oui. Il n'était plus question de tendance parce qu'on avait suffisamment de PV maintenant pour pouvoir donner des chiffres absolus et éviter de mettre le feu. Alors, avant de donner la parole à l'une, parce que je sais que vous avez vécu une situation similaire en 2000, le Parti socialiste avait vigoureusement attaqué les médias. Hein. Je rappelle que vous étiez à Walfadjri à ce moment-là. Mais Fatou Diagne Senghor, a-t-on vécu un recul démocratique cette année, selon vous? Sur cette partie, nous avons beaucoup déploré. Oui. Nous l'avons indiqué. Je pense que les médias doivent rester indépendants et on n'a pas le droit de les menacer de cette façon. Et nous l'avions dit ouvertement. Ce qu'on a vu, je trouve que ce n'était pas acceptable. On peut ne pas être d'accord avec un média parce que tout le monde peut être critiqué, que ce soit la société civile, que ce soit les politiques, les médias aussi des fois, pour faire des erreurs. Mais on n'a pas le droit dans un espace public de conduire, par exemple, des journalistes. C'est un espace public. Ça veut dire qu'on fait une réunion publique, en ce moment décisif, les journalistes ont droit à un accès. On ne doit pas sélectionner, même si c'est un journaliste, entre guillemets, qui est contre, on n'a pas le droit de les conduire. C'est une humiliation et ce n'est pas acceptable dans une démocratie. Et je trouve que ce qui s'est passé, nous l'avions déploré, le lendemain nous l'avons écrit, c'est un recul. Parce que les acteurs politiques doivent être tolérants. C'est un recul de la liberté d'expression? Oui, ce jour-là, nous avions noté que... Même si quand même, ils ont peut-être le droit d'alerter s'ils jugent que c'est ce que je dis. On a le droit de critiquer, d'émettre même des réserves sur telle ou telle couverture. C'est son droit. C'est le droit des acteurs. Mais on n'a pas le droit de dire que, par exemple, tel acteur des médias ne doit pas rentrer dans une conférence de presse ou bien d'inciter les gens à aller attaquer ou à humilier un journaliste ou un organe de presse. C'est pas normal. Maintenant, il y a d'autres problèmes sur lesquels on aimerait bien échanger sur le fond par rapport à la posture des médias parce que je pense que les médias jouent un rôle central de sentinelle pour notre démocratie et ce qu'ils ont fait depuis 2000, nous devons rester sur ça et l'améliorer et nous devons pas... Depuis 2000 justement, Alioune, vous étiez à Walf, vous avez vécu une situation pareille. Que vous inspire la situation de 2019, c'est-à-dire 19 ans en 2019, je pense qu'en 2000, Souleymane et moi, on était déjà ensemble. Je pense qu'on avait montré plus de caractère. Très sincèrement, je trouve que l'ensemble des médias, pas seulement Futurs Médias, l'ensemble des médias, ou la plupart des médias, ont eu un défaut de caractère. Ce que j'appelle un défaut de caractère, c'est que nous, on est dans notre rôle. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe sur le sens des mots. Publier, ça ne veut pas dire proclamer. Absolument. Il y a des gens qui sont habilités à la proclamation, ils l'ont fait aujourd'hui, mais les journalistes, en tant que donneurs d'informations, ont le droit et même le devoir de publier. Je pense que si les gens ont été tendus, parce que pour moi, le discours au Sénégal est paradoxal. On dit oui, le peuple il est mature, il va voter, il est calme et truc. Et on dit, le peuple est mature, il est calme, il va voter et rentrer chez lui, mais il ne peut pas entendre des tendances. Non, ce n'est pas le peuple qui a des problèmes avec les tendances. Ceux qui ont des problèmes avec les tendances, c'est ceux qui ne voulaient pas entendre parler d'une défaite. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu Mme Senghor a fait une moue quand j'ai dit que les élections en général, les gens ils disent que c'est transparent quand c'est l'opposition qui gagne. Mais ce que j'ai vu, vécu directement au Sénégal en tant que journaliste et exerçant peut-être depuis 1993. Mais c'est qu'à chaque fois que la majorité ou le candidat sortant a gagné, les gens ont contesté. Ce qui s'est passé maintenant, c'est que j'ai vu une semaine avant, il y a des gens qui sur les réseaux sociaux avaient déjà commencé le lynchage. On a mis un certain nombre d'organes de presse. On a dit ces gens vont fabriquer, et c'est le mot, le verbe qui m'a choqué, vont fabriquer des résultats. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les journalistes, des journalistes que je connais, qui sont des hommes d'honneur, qui sont des Sénégalais, qui ne sont pas moins Sénégalais que d'autres, qui ont leur famille ici, qui ont le souci de l'histoire, qui ont le souci du devenir de ce pays, on les accuse de vouloir tronquer le message que les Sénégalais vont déposer le dimanche dans les urnes. Mais que ce soit la société civile, les journalistes eux-mêmes, pour l'essentiel, les réactions, à mon avis, ont été molles. Maintenant, quand le Synpics, ils ont un communiqué, mais le communiqué n'a pas suffi. Pour moi, il y a eu de la préméditation. C'est-à-dire, ces gens, depuis le départ, ont voulu faire en sorte que les journalistes ne publient pas les résultats. Je suis tout à fait d'accord. Et on était... C'était prémédité, selon vous? C'est prémédité.
parce qu'une semaine avant, ils ont dit... Mais pourquoi? Pourquoi c'est prémédité? Mais parce que je ne veux pas entrer dans les détails. Je veux pas extrapoler, mais on fait le constat qu'ils l'ont prémédité parce que déjà, une semaine, vous ne pouvez pas... Ils ont dit même qu'il y a des réunions qui se sont tenues, des gens se sont détruits. Ils sont entrés dans des... Soit dit en passant, c'était faux. Non, je sais que c'est faux. Vous n'avez pas tenu de réunion? Non, mais écoutez, Chérif, moi, quand même, je connais cette maison, je connais d'autres maisons. Je sais que ces choses-là, c'est dans l'esprit de certains. Donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2007, il y a eu une avancée importante. C'est que les gens travaillent avec des statisticiens et le lendemain, ou le soir même, les radios donnent les tendances, le lendemain, les journaux. Je me rappelle, en 2007, j'étais directeur de publication de l'Observateur et le lendemain, j'ai titré que Wade a gagné. Et ça n'a posé problème à personne, sur la base des bureaux témoins et de l'estimation. Donc cette fois, il y a des gens qui ont décidé que bon, ce qu'ils entendaient sur certains médias ne les arrangeait pas et qu'il fallait l'arrêter. Et ils l'ont arrêté par la terreur. Et j'ai vu même des images qui m'ont encore plus choqué. Avant-hier, j'ai vu des gens qui sont des jeunes, on me dit, de formation politique, des intellectuels de surcroît. Quand je vois quelqu'un brûler le journal L'Observateur, je suis profondément choqué. Et le journal Le Soleil aussi. Et Le Soleil. Mais L'Observateur, parce que, bon, j'y ai travaillé quand même pendant 3 ans, j'ai été directeur de publication, j'ai fait beaucoup de choses, et je vois des gens, légèrement comme ça, ils prennent pour des trucs politiques, ils font de l'autodafé. Je me dis, si on les laisse faire, les intellectuels, les journalistes, tout le monde va finir par se faire. Donc, on doit, nous journalistes, avoir du caractère. Chacun doit rester son rôle. On n'a pas proclamé, on a publié. On a le droit de publier et personne n'aurait dû pouvoir, je veux dire, freiner cette machine. On va aller au fond, justement. Je vous donne la parole tout de suite, Abdoulaye Rokhaya. Mais d'abord, Oumar Youm, donner des résultats en direct et dans la foulée, les tendances lourdes, ce n'est pas la première fois, vous avez entendu Ali le dire. Mais pourtant, cette année, c'est ce qui a exacerbé particulièrement les tensions. Pourquoi, selon vous? Pour moi, l'histoire politique, c'est d'abord l'histoire des hommes, des acteurs, leurs valeurs, leur attachement à certaines valeurs, leur crédibilité, leur personnalité, leur culture politique, leur niveau de tolérance. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai voté, à partir de 18h30, j'ai commencé à, comme tous les Sénégalais, brancher sur certaines radios, télévisions. Les résultats qui sortaient, les premiers résultats n'étaient pas favorables à mon candidat. On commençait par dire Arabie Saoudite, Égypte, etc. J'ai quitté pour venir à Dakar. Et je collais aux radios. Voilà, parce que c'est tous les Sénégalais qui ont maintenant cette culture. Parce que c'est la radio qui rapporte. Et elle a toujours bien rapporté de manière digne, transparente et véridique. Deuxièmement, je m'étonne que des acteurs politiques puissent s'offusquer de ce qui est publié, comme le dit Alun. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour rien que le mot commission départementale de recensement. On aurait pu dire commission départementale de validation. On aurait pu dire commission nationale de validation. Mais le législateur a choisi le terme recensement. C'est quoi? Inventaire détaillé de l'élément matériel qui est déjà à la disposition de tout le monde. Le président du bureau de vote, quand il sort de son bureau de vote avec ce procès verbal, avec des scrutateurs qui sont là, qui ne sont pas forcément des partisans, il lit le procès verbal. Il l'affiche à la porte. C'est le premier acte de publication. Ce que font les journalistes, c'est quoi? Aller vers la porte du bureau de vote numéro 1, numéro 2, numéro 3 et faire le détail de ce qui a été déjà inventorié. C'est une opération matérielle. Cette opération matérielle est portée à l'attention du public déjà par le président du bureau de vote. Ensuite, recensé au niveau départemental, calculer, dénombrer, c'est ça le recensement, dénombrer, décrypter, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est le résultat là qui est donné. Le procès verbal du bureau de vote est signé par les représentants. Le procès verbal de la commission départementale est signé par les délégués. Oui, mais ce que reproche réellement l'opposition, de certains médias, c'est d'être des officines. Pour moi, il n'y a pas d'officine. Moi, je vous dis, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que les médias ont joué le rôle qu'ils devaient jouer, le rôle qu'ils ont l'habitude de jouer.
Maintenant, après, il y a des acteurs qui n'ont pas voulu que cela se fasse parce que simplement, ce n'était pas à leur avantage. Mais franchement, les médias ont beau dos. Je pense qu'à un certain moment, moi-même, j'ai eu le sentiment qu'ils ont commencé à donner des résultats qui étaient défavorables au régime. Et puis ensuite, après, je pense que c'était des résultats qui étaient acceptables, qui étaient là, et qui sont des résultats qui ne sont pas contestables. Abdoulaye Rokhaya, rapidement sur ce Rapidement sujet. sur ça, je pense qu'il y a un point sur lequel il faut qu'on s'entende. Le premier point, c'est qu'une fois encore, les médias diffusent des informations de PV affichées. Ils ne créent... Et ça, c'est un élément important. Deuxième élément, dans le principe, dans ce pays-là, on a besoin du savoir. On ne doit pas jamais se censurer en tant que journaliste pour faire des projections. Pour moi, les gens ont mélangé entre diffuser des résultats et faire une projection. Quand vous organisez des élections, vous avez la possibilité d'avoir des bureaux témoins. À partir du bureau témoin, vous pouvez avoir un modèle mathématique pour faire des projections et qui va vous donner une tendance. Mais ça se fait dans tous les médias du monde et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. C'est cela qu'on nous a reproché, en vérité. C'est pas d'avoir publié les résultats bruts, parce que ça, c'est acquis. C'est ce qu'on a toujours fait. Les tendances également, c'est acquis depuis quelques années. Et on nous a objecté. 2007. On nous a objecté la loi, la rigueur de la loi. Ce sont les je termine sur ce point. Je termine sur ce point. Je vous redonne la parole. On nous a dit que aucune disposition légale vraiment. Exactement. Qui l'interdit. Non seulement. Au contraire, parce que la loi dit d'abord, depuis le vote, à la fin du scrutin, les résultats sont publiés. Les résultats sont à la portée de n'importe quel citoyen. Tous les candidats qui ont voté le jour du scrutin à minuit, avant de se coucher, ils savaient ce qui se passait dans les urnes. Parce que ce n'est pas des résultats qu'on peut fabriquer, c'est de réel. C'est ce qui a été recensé à travers les urnes. Ce qu'on attend des médias, c'est de l'information, c'est de l'analyse, c'est de l'anticipation. Donc, les instruments qu'utilisent tous les médias du monde, on doit les utiliser sur le plan intellectuel pour informer les gens. De ce point de vue, il ne faut pas accepter de se censurer. Par contre, pour être objectif, pour que nous soyons objectifs, si c'est arrivé, cet acharnement sur TFM, c'est parce que nous avons quand même un propriétaire de TFM. Justement, c'est là où qui appuie un candidat en campagne électorale. Évidemment, ça amène les gens à faire l'amalgame. Il a la liberté de le faire, mais aussi il y a les conséquences. L'amalgame, c'est la conséquence. Il faut que quand je suis journaliste de TFM, je fais mon travail comme il faut, mais je dois être amené à vivre des conséquences de cet amalgame. C'est une réalité. Justement, c'est là. J'aurais compris je vous redonne la parole, argument. s'il vous plaît. Juste sur ce point. Oui, je vous redonne la parole, c'est promis. Alors, la vérité aussi, on peut dire, Souleymane, c'est que jamais on a vu des promoteurs de groupes de presse aussi engagés dans une campagne électorale. On va citer des noms: Youssou N'Dour pour le camp du pouvoir et Bougane Gueye Dany pour l'opposition. Est-ce que ce n'est pas ça qui exacerbe aujourd'hui ces tensions-là? Je peux parler pour le groupe GFM, s'il vous plaît. Dont je suis en l'occurrence, vous êtes le directeur de l'information. Je suis là que depuis 2 mois, 2 mois et demi bientôt. 2 mois. Je ne sache qu'il se soit produit un jour une injonction qui soit venue de Youssou N'Dour ou de je ne sais qui d'autre, passer par moi pour influencer le traitement de l'information. C'est un fait. Ça, c'est objectif. Après, nous vivons dans un monde imparfait. Je ne peux pas garantir, moi, à 100%. Ce que je sais, c'est que je n'ai jamais assisté, pendant toute cette campagne électorale, avant et après, une instruction, la moindre, relative à la manière de traiter l'information qui soit venue de M. Youssou N'Dour, qui soit passée par moi pour aller vers les rédactions. S'il y a d'autres canaux, je ne les connais pas, et je n'en ai pas conscience. Et il se trouve que j'ai la chance de discuter avec les responsables éditoriaux qui sont ici. J'ai la chance de participer à des réunions de rédaction. J'ai la chance de participer à des réunions disputées, où ces mêmes questions sont posées d'ailleurs, dans une sorte d'autocritique, d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes, au point que, franchement, d'entendre certaines choses, je peux les comprendre. Ça relève de l'amalgame, parfois de la mauvaise foi. Ça me choque un tout petit peu. Mais c'est du domaine de la perception. Sur ce point, je termine juste sur ce qu'on attend des médias. Je pense que c'est une erreur de penser qu'au XXIe siècle, en particulier en 2019, le rôle des médias se limite à rapporter des faits.
Les lignes ont bougé. Bien sûr. On ne vit plus en 1980 quand il n'y avait ni Internet, ni téléphone portable, quand il n'y avait pas les nouvelles technologies. Quand il n'y avait pas les fake news surtout. Quand il n'y avait pas les fake news. Quand aujourd'hui il y a un jeu qui se produit, qui est bien pour la démocratie. En 2000, Aliou le rappelait, on était à Walfadjri. Oui. Après la défaite du Parti socialiste, le PDS a pris le pouvoir. Le premier réflexe du PDS a été de s'ajuster par rapport au contexte d'alors. C'est-à-dire une prégnance des médias, une capacité d'influence des médias. Ils se sont ajustés. Qu'est-ce qui s'est passé? On a créé de nouvelles radios politiques, on a créé des titres, on a commencé à faire du fake news, on a commencé à communiquer davantage. Ce que le pouvoir socialiste ne voulait faire. Ensuite, les choses ont évolué. Oui, on se rappelle les messagers, il est midi. Oui, le rapport de force a également changé. Oui. C'est-à-dire la puissance que les médias avaient a été diluée. Et les politiques ont repris le dessus. En même temps, Souleymane. Les médias sont revenus et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on assiste à un autre mouvement de balancier avec le pouvoir politique qui s'est réajusté, encore une fois, et qui a un pouvoir de négociation, un pouvoir d'influence supérieur. Et c'est ce que l'opposition, cette fois-ci, a utilisé. Ils ont vu où se trouvait le point faible, ils l'ont utilisé. Les fake news, il y en a eu beaucoup, pas plus tard qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à un certain moment, certains ont sorti sur Internet que le total des pourcentages dépassait 1 ou 100. Oui. Alors, on va rester sur le sujet, Souleymane. Non, mais je reste sur le sujet pour dire que les fake news sont un élément important qui viennent aussi, qui vient ajouter un peu à la situation que nous vivons actuellement. En même temps, quand même, il sera difficile. Mais pour revenir à cette histoire de Youssou N'Dour, nous, on ne reçoit pas d'instructions pour traiter l'information. Monsieur le ministre le disait tout à l'heure, nous ne valons pas plus que les politiques ou les politiciens qui sont des gens, qui ont des familles, qui sont dignes, qui ont un travail, qui ont des valeurs. De la même manière, nous aussi, on est, je l'ai dit dans une des interventions, on est des gens qui sommes nés dans des familles, qui avons des familles, qui avons des valeurs, une éducation, un parcours et qui avons des convictions. Et personne ne peut se lever un jour d'une piscinette comme ça, évacuer toute cette vie-là et accuser les gens de tous les maux d'Israël. J'entends bien ce que vous dites, Souleymane. D'ailleurs, Youssou N'Dour a été attaqué à plusieurs reprises durant cette élection par Ousmane Sonko. Il n'empêche, il a été couvert, et bien couvert, je le pense. En même temps, pour le grand public, comment le grand public va faire la différence entre Youssou N'Dour, l'homme politique qui s'engage, et le traitement de l'information au sein du groupe Futurs Médias? Je laisse à Fatou Diagne Senghor de répondre à cette question. Je pense au-delà des politiques, il faut regarder ce que le grand public pense. Je cite Youssou N'Dour, mais je cite également Bougane Gueye Dany des médias. C'est pareil. Moi, je pense qu'on avait cette opposition entre un patron de presse, qui est le PCA encore du groupe, qui est ministre conseiller, et quand même qui représente quelque chose de très... Youssou N'Dour représente beaucoup de choses pour tous les Sénégalais. Donc je pense que... Mais il n'est pas seul. Bougane est dans cette situation. Je parlerai des deux. Non, ce que je veux dire, au-delà de ce que les hommes politiques ont fait, je parle du public. Ce que le public voit. Ça veut dire le public, le citoyen ordinaire ne fait pas la différence. Est-ce que Youssou N'Dour participe aux réunions de rédaction? Est-ce qu'il donne des injonctions au quotidien? Ce que le public voit, c'est Youssou N'Dour soutient Benno Bokk Yakaar. Bougane Dany, le directeur de Sen TV, soutient Idrissa Seck. Et je pense que ça a créé pour la première fois un débat important. Et lorsqu'on a vu, je pense que c'est là où ça venait la guerre des chiffres. Lorsqu'on a vu Bougane lui-même monter au créneau, et par la suite on a entendu que la gendarmerie était là-bas pour discuter des questions de fausses nouvelles. Je pense que ça pose un problème. Ça pose un problème pour le public, parce que moi je pense sincèrement qu'un homme politique peut avoir un organe de presse. Maintenant, je pense que le public doit savoir un certain nombre de choses. Si on s'engage en politique au quotidien,
je pense qu'à un moment donné, on doit se détacher un peu de son média. Alors, et on doit le faire comprendre au public. Ça, c'est très important. Et ça existe partout dans le monde. On a vu des patrons de presse qui rentrent dans la politique, bon, sauf dans certains pays où on a vu ce que cela a donné, comme l'Italie et autres, mais d'habitude, ils font la différence, ils cherchent des mandataires et le public est au courant. Maintenant, s'il y a des jeux d'influence en dessus, je pense que le public est informé que telle personne est maintenant un homme politique, mais son média est géré par d'autres personnes. Et je pense que ça crée un certain nombre ça crée moins de perceptions négatives. Oui. Mais ce qu'on a vu cette année, on a l'impression qu'il y avait deux camps et chacun utilisait son média pour soutenir son candidat. C'est votre sentiment, vous, personnellement? C'est le sentiment que beaucoup de Sénégalais avec lesquels on a parlé. Moi, je pense que, personnellement, en tant que spécialiste des questions de droit de la liberté d'expression des médias, je trouve qu'à un moment donné, il fallait pas que ces deux personnalités, non, sur le plan même juridique, sur le plan même juridique, ne veut pas dire fait. Non, mais ce que je veux dire, aujourd'hui, lorsqu'on fait des rapports, lorsqu'on fait les indices, aujourd'hui par exemple, le plus grand rapport du monde, les indices qui sont très crédibles de corruption, c'est basé sur des perceptions. Et tous les grands rapports de ce monde, on parle de ce que le citoyen. Et ça, c'est pour améliorer les politiques publiques. Alors, souvent, ça peut ne pas être factuel, mais ce que le public ressent, les gens qu'on voit dans les réseaux sociaux, les gens... les réseaux sociaux, c'est pas forcément le public. Oui, mais entre autres, non, je finis. Non, mais il faut pas aussi les... Oui, j'entends bien. Non, je veux dire, nous on parle d'un objectif. Si on veut débattre parce que nous protégeons les médias. Et quand on a vu ces attaques, nous étions pas fiers. Très choqués. Mais ce que je veux dire aussi, on doit regarder les choses de manière objective. Et l'intérêt du public dans ce débat, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte que le public retrouve sa confiance dans les médias. Pour moi, c'est ça le débat. Ce n'est pas de situer des responsabilités, mais c'est de remettre les médias au centre de ce... Parce que c'est la confiance. Tout à fait. Parce que si les médias, le public perd la confiance, la sécurité du journaliste va en pâtir. Et aussi la question financière, vous allez le ressentir. On a compris, Fatou. Merci beaucoup. Alioune Ndiaye, vous avez été le directeur de l'Observateur. Comment appréciez-vous cette situation et comment faire le distinguo entre le promoteur et le traitement de l'information? Bon, je peux en parler valablement parce que j'ai été directeur de publication de l'Observateur, j'ai été directeur de campagne du candidat Youssou Ndour, et au moment où j'étais directeur de campagne du candidat Youssou Ndour, je dirigeais le groupe Futurs Médias. Donc je peux en parler valablement. Et ce que je peux vous dire, c'est vrai. Vous me permettez juste de préciser qu'on ne fait pas de fixation sur Youssou Ndour. Non, on est en train, c'est un débat, on est en train de discuter. Ce que je peux vous dire, c'est que comme l'a dit Fat Diagne Senghor, il peut y avoir de la perception. Mais il y a eu aussi beaucoup d'amalgame et une volonté de créer de l'amalgame. Parce que, qu'est-ce que les gens... Parce qu'il ne doit pas y avoir de présomption de connivence. Si les gens, dans le travail de Futurs Médias, voient une couleur beige-marron, il faut qu'ils disent, voilà la couleur beige-marron dans ce que vous êtes en train de faire. Mais je ne l'ai pas entendu une seule fois. Donc pour moi, c'est facile. Youssou Ndour est président, directeur général du groupe Futurs Médias, du conseil d'administration. Il prend son groupe, il met à la disposition de Benno Bokk Yakaar. Mais comme on dit, on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Tous les gens qui travaillent dans les médias, qui ont investi dans les médias, finissent par comprendre que le fonds de commerce d'un groupe de presse, c'est sa crédibilité. On ne joue pas avec. Ceux qui jouent avec, pour moi, ils n'ont pas encore compris. Et je pense, je vais citer quand même Youssou Ndour, l'avoir suffisamment côtoyé pour savoir qu'il est conscient du fait que c'est la crédibilité qui est le fond de commerce de son groupe. Moi, j'ai été à une position où je pouvais le comprendre. On était dans une campagne en 2012. Et je trouve que d'ailleurs, ce qu'on avait investi, parce que l'investissement, on a fait une émission en 2012 sur TFM, à un moment où il était engagé comme candidat, mais la rédaction de TFM, les journalistes qui étaient dans la rédaction, ceux qui pouvaient plus ou moins participer à cette émission, on les a mis complètement de côté pour que les gens n'aient pas l'impression qu'il y a une utilisation de la rédaction des journalistes pour faire quoi que ce soit.
Okay? Et je pense que jusqu'à présent, d'ailleurs durant cette campagne, je n'ai pas vu une seule fois Youssou Ndour sur cette antenne pour défendre telle ou telle personne, venir s'asseoir là, comme d'autres candidats l'ont fait, ou des soutiens de candidats pour défendre son candidat. Donc pour moi, il a laissé les gens travailler et on doit respecter ça. Maintenant, ce que je demande aux gens, on ne peut pas, la perception, comme dit Fadiane, c'est difficile. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est un profane, au fond, les gens, ils font un travail correct. Mais c'est dans la durée... Et ce sera dur, justement. Non, mais c'est dans la durée que la réponse va arriver. Parce qu'il ne faut pas être pressé. Ce sont des professionnels. Les gens se rendront compte à un moment ou un autre que ces gens-là ne font qu'un travail professionnel. Maintenant, pour moi, le professionnel, il est le directeur de sa propre conscience. Au fond, moi, en tant que journaliste, tant que je suis en train de faire un travail de journaliste, c'est-à-dire informer juste et vrai, ce que la clameur dit, je ne dis pas que pour moi c'est quantité négligeable, mais ce n'est pas ce qui m'empêche de fonctionner. Tout à fait. Alors, Oumar Youm, intimider les médias, c'est peut-être une stratégie aussi pour l'opposition ou pas? Vous l'avez perçu comment, vous? En tout cas, ce n'est pas une stratégie payante. J'estime quand même que nous avons besoin des médias. C'est peut-être une stratégie payante dans la mesure où les médias ont arrêté la diffusion. Oui, certains médias, pour des considérations que je respecte. Parce que quand il dit « je n'ai pas voulu être un facteur qui attise le feu ». Pour cette raison, pour la préservation de la tranquillité et de la paix, on doit respecter cette attitude. Moi, je salue ce sens très élevé de responsabilité. Parce que ce n'est pas que vous avez des droits, vous l'exercez de manière... voilà, souvent vous avez des droits, mais les droits sont à négocier. Moi, je suis totalement d'accord avec une telle posture. Maintenant, ce qu'il faudrait dire à la décharge quand même de Youssou Ndour, du groupe Futurs Médias, moi j'étais directeur de cabinet du président Macky Sall. Donc au cœur du pouvoir, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai lu. Les gens n'étaient pas... Ils se disaient, mais est-ce que Youssou Ndour est sincère dans l'engagement aux côtés du président Macky Sall? Tellement les titres d'observateurs, vous sortez 1000 parutions. Les 980, c'est des titres qui sont, je ne voudrais pas dire contre le pouvoir, mais qui ne font aucune fleur. Vous écoutez les émissions, c'est très équilibré souvent. Des fois même nous on se plaint, on dit mais quand même nous sommes majoritaires. Mais vous nous mettez entre... Voilà, donc c'est pour vous dire franchement, honnêtement, à votre décharge, il peut y avoir de la perception. Mais on ne peut pas vraiment être là à s'éterniser. Par contre, on ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas dire le peuple sénégalais, on a commencé tous par ça. Il est intelligent, il est mature. Ça veut dire capacité de discernement. Absolument. Donc il ne faut pas qu'on ait peur. On a un peuple qui est intelligent, qui est cultivé politiquement, qui sait faire la différence. Quand Youssou Ndour, star mondial, a voulu se présenter aux élections, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Mais parce que simplement, le peuple sénégalais fait la distinction entre El Hadj Diouf, qui va drainer les foules tout de suite ici, quand il sort, parce que tout le monde s'identifie sur le plan sportif à El Hadj Diouf, etc. Youssou Ndour pour l'art, voilà, Sembène Ousmane pour le cinéma, etc. Ça ne veut pas dire sur le plan politique, parce que ça n'a jamais été payant d'ailleurs. Et c'était de grandes stars qui étaient là, mais ils n'ont pas peut-être récolté les fruits de leur popularité en termes de...